Bonjour et bienvenue dans notre deuxième émission de Philosophons intitulée Philosophons, la philosophie. Pour expliquer ce qu'est la philosophie, nous nous intéresserons à 3 textes. Mais avant de lire ces textes, intéressons-nous à la question suivante. Qu'est-ce que la philosophie ? Posez-vous cette question dans votre tête et essayez d'imaginer quelques éléments de réponse. Que signifie pour vous la philosophie ? Ensuite, après avoir eu quelques éléments de réponse à cette question, une fois que vous saurez ce qu'est réellement la philosophie, nous vous proposerons une autre question. À quoi sert la philosophie ? Essayez déjà d'avoir quelques éléments de réponse dans votre tête. Pour s'appuyer sur les éléments que nous vous donnerons plus tard, vous découvrirez 3 textes intitulés Le banquet de Platon, Question 2 de Heidegger et Entretien de Jan Kelevich. Ils serviront à vous appuyer sur les différents thèmes que nous allons aborder. La définition la plus simple que l'on peut trouver sur la philosophie la définit comme la science qui étudie les principes et les causes, à un niveau abstrait et général. Savez-vous d'où vient la philosophie ? La philosophie vient du monde grec, au 6e et 5e siècle avant Jésus-Christ, inventé par les philosophoi, ce qui signifie les philosophes. Le mot philosophe vient des mots phil, qui veut dire aimer, et sophia, qui veut dire la sagesse. En bref, les philosophes sont ceux qui aiment la sagesse. La question principale de notre raisonnement est « Qu'est-ce que la philosophie ?» Nous allons le voir avec un texte intitulé « Le banquet » de Platon. Alors qu'est-ce que le banquet de Platon ? Tout d'abord, que signifie le mot « banquet » ? Un banquet est un symposium, une réunion pour manger, boire et parler. C'était une habitude dans le monde grec. Mais ce banquet est la trace ou le souvenir écrit par Platon d'un banquet célèbre où Socrate était candidat. Socrate est un nom qui nous parle souvent lorsque l'on parle de philosophie. Pourtant Socrate n'a jamais écrit, il n'a fait que parler. Mais heureusement, on sait tout par son disciple. Revenons à la philo. La philosophie est une invention tardive. Elle vient de quelques individus qui vont avoir une attitude à part et que l'on appellera les philosophoi, comme par exemple Platon. Le banquet parle d'Eros. Eros est un demi-dieu, il est la divinité qui symbolise le désir. À la question « Qu'est-ce que la philosophie ?», Platon et Socrate répondent que la philosophie ressemble au désir. Il faut savoir que les Grecs expliquaient les phénomènes de manière mythologique. Un mythe est en fait un récit fictif qui a été inventé. En effet, les Grecs inventaient des histoires, des légendes qui étaient fictives. Le demi-dieu Eros est le fils de Poros qui symbolise la richesse et de Pénia qui symbolise la pauvreté. Cela veut dire que le désir est un entre-deux, que le désir est un intermédiaire entre le fait d'avoir et le fait de ne pas avoir, entre la richesse et le manque. Nous parlons bien là de désir et non de besoin, car il y a une différence entre les deux. En effet, le besoin est naturel, propre d'ailleurs aux animaux, comme manger ou boire de l'eau, tandis que le désir est spécifique aux êtres humains. Les désirs apparaissent comme une complication, en effet les animaux n'ont pas de désir. Un désir n'est jamais vraiment comblé, puisque le désir c'est ce qu'il y a à faire au manque, donc il n'a jamais de satisfaction absolue, car pour désirer, il faut manquer. Pour que ce désir continue, il faut qu'il y ait toujours du manque, car tant qu'on manque, on désire. Dans le désir, il y a une absence, parce que le désir, c'est ce qui est travaillé par l'absence. Pénia est le symbole de l'absence, mais l'absence n'est pas que absente, car on ne sait pas trop ce qu'on veut. Par exemple, il y a des gens qu'on aime, mais quand ils sont là, on s'en fiche, et par contre, quand ils ne sont pas là, on aimerait bien qu'ils soient là. Ce qui explique l'étymologie du mot désir. Le désir, étymologiquement, vient du latin de, qui veut dire absence de, défaut, et de siderium, qui veut dire étoile. Le désir signifie tout simplement absence d'étoile. Quand on cherche une étoile perdue, c'est parce qu'on l'a perdue qu'on la cherche. L'étymologie du mot désir insiste sur le défaut. La motricité qui cherche quelque chose qui ne sera jamais atteint, car c'est parce que ça manque que l'on va vers. Si le désir symbolise qu'on est en manque de quelque chose qu'on n'arrive pas à avoir, et que la philosophie ressemble au désir, quel est donc ce quelque chose recherché par la philosophie ? L'objet de la philosophie est avant tout la vérité, car le philosophe se trouve par rapport à la vérité dans une situation de désir. En effet, le philosophe sait qu'il n'aura pas totalement la vérité, parce que la vérité, il ne l'a pas, il la cherche. Contrairement à la philosophie, la religion pense détenir la vérité, puisque pour elle, Dieu est la vérité. La science aussi pense avoir une méthode pour la vérité. Elle n'a qu'une façon d'avoir la vérité, alors que le philosophe reste sceptique, il doute. La philosophie est en réalité un jeu de massacre, elle massacre la vérité. Et oui, tu crois que c'est la vérité ? Moi je vais te dire que c'est faux. Les sceptiques, eux, inventent des arguments tout en essayant de voir plus loin que la vérité. Alors on peut croire que ça ne sert à rien, mais la philosophie reste quelque chose de bon pour l'humanité. La philosophie n'est pas dogmatique, elle est plutôt antidogmatique. En effet, il y a une grande différence entre la philosophie et la science. Savez-vous laquelle ? Pour la philosophie, il n'y a pas de vérité avec un grand V, alors que la science pense avoir une réponse universelle.
Pourquoi la philosophie existe-t-elle toujours? Tout simplement parce que les réponses religieuses sont insuffisantes et que la science ne répond pas à tout. En effet, la philosophie essaye d'apporter quelques réponses autres que celles données par la religion ou par la science. En ce qui concerne la finitude par exemple. Savez-vous ce que signifie la finitude? La finitude signifie le terme, la fin, la cessation, la mort. À ne pas confondre avec le mot finalité, qui signifie le but, l'aboutissement. La finitude est le fait pour l'homme d'avoir à mourir et de ne pas pouvoir faire autrement. C'est l'équivalent de la condition humaine, comme par exemple le temps qui passe. On ne peut pas y échapper, c'est la finitude. L'homme n'a pas toute la vérité puisque l'homme est infirme, faible. Il n'est pas Dieu qui sait tout. La finitude est l'opposé de l'infini. D'ailleurs, les Grecs font toujours la différence entre eux et les dieux. Les dieux sont toujours ce qu'ils sont, le présent est toujours présent, ils sont toujours étant, c'est-à-dire immortels. Alors que pour nous, le présent devient passé et nous sommes mortels. Nous vivons un peu comme dans une tragédie. D'ailleurs, savez-vous que c'est le peuple grec qui a inventé la tragédie? Que signifie le mot tragédie? La tragédie signifie la mise à mort d'un bouc, comme un bouc émissaire par exemple. C'est la représentation d'un sacrifice. Cela veut dire qu'il va y avoir une mise à mort. Dans une tragédie, il y a toujours une fatalité, ce qui engage l'idée de destin. Donc toute existence est tragique. D'ailleurs, à la fin d'une tragédie, il y a une dernière strophe qu'on appelle la catastrophe. Voici une citation de Martin Heidegger. Dès qu'un enfant vient au monde, il est assez vieux pour mourir. En fait, les dieux et les animaux se ressemblent puisqu'ils n'ont pas conscience de la mort comme nous. Faisons un point sur les Grecs et plus particulièrement sur la philosophie grecque. Les principaux philosophes sont les présocratiques. Socrate, 470-399 avant Jésus-Christ, Platon, 428-348 avant Jésus-Christ, et Aristote, 384-322 avant Jésus-Christ. Les écoles philosophiques sont les épicuriens, les cyniques, les sceptiques, les sophistes et les stoïciens. Le monde grec a commencé au XIe siècle avant Jésus-Christ et se termine après la mort d'Alexandre le Grand en 323 avant Jésus-Christ. Les Grecs ont inventé une religion polythéiste. Ils ont également connu le miracle grec. Au milieu de leur histoire, ils ont inventé la tragédie. Ils ont inventé la représentation de l'homme en tant que tel en représentant l'homme détaché de l'animalité. Le peuple grec invente également la démocratie et à la fin de son histoire, le peuple invente la philosophie. C'est Socrate qui inaugure la philosophie par le questionnement généralisé. Il pose des questions. Mais parfois la philosophie peut être une aporie. Qu'est-ce qu'une aporie? Aporie vient de a, absence de, et de poros, ressources. Une aporie est une absence de ressources, une difficulté qui ne trouve pas de solution, une question qui ne trouve pas de réponse. Alors il dialectise, c'est-à-dire qu'il fait une discussion à deux avec l'échange d'une thèse et d'une antithèse. La dialectique, c'est la méthode philosophique. Méthode qui vient du mot méthodos qui signifie le chemin. En fait, c'est l'idée que je ne détiens pas la vérité et que l'autre non plus ne la détient pas. Pour aller vers la vérité, il faut reconnaître que quelqu'un puisse nous dire non. La dialectique correspond à la sanctuarisation du non. Il y a donc une parenté entre la philosophie et la démocratie. En effet, la démocratie, c'est la mise à discussion, le fait de parler, comme le Parlement, et de laisser parler à tour de rôle. C'est pourquoi le cercle est le symbole de la démocratie, car il y a une équidistance et chacun peut venir avec le même temps de parole. Pour chercher la vérité, on est tous à égalité. Philosopher, c'est rendre raison. Il faut essayer d'argumenter. Socrate appelle ça la maïeutique, c'est-à-dire l'art d'accoucher. Il compare son travail philosophique à un travail d'accoucheur. En fait, la maïeutique, c'est poser des questions et faire sortir des idées. Mais Socrate ironise. L'ironie consiste à faire croire qu'on est d'accord alors qu'on n'est pas d'accord. Il y a une invitation à rire. Une grande partie du rire s'exerce contre les autres. Lorsque le rire se retourne contre soi-même, c'est de l'humour, car l'humour consiste à faire rire de soi. L'ironie est un procédé qui consiste à reprendre ce que dit ou ce que fait quelqu'un pour le contester. L'ironie socratique vise la déstabilisation, car Socrate veut que les gens perdent pied et se remettent en question. La philosophie cherche l'essentiel. Connais-toi toi-même, disait Socrate. C'est-à-dire prends conscience de qui tu es. Platon nous dit que l'ignorance est toujours double. L'ignorant, il ignore qu'il ignore. C'est pour ça qu'il est ignorant. L'ignorance ressemble au phénomène de l'oubli. Je n'oublie pas quand je dis j'oublie, car si je dis j'oublie, c'est que je n'oublie pas. L'oubli, c'est la perte complète. On ne voit pas qu'on oublie quand on oublie. On peut dire que la philosophie est ouvrière. Cela veut dire qu'elle ouvre de nouvelles idées. Elle nous ouvre à de la réflexion. Dans le deuxième texte, nous verrons deux mots importants, pathos et arché. Arché signifie le commencement, l'origine, mais aussi ce qui gouverne, ce qui est à la base, qui est au fondement.
ce qui a donné les mots en français de archéologie, architecture, archaïque, archétype, archonte, monarchie, anarchie, etc. Pathos signifie l'affection, l'affect, le sentiment, la passion. En latin, patior, pati, passusum, la douleur, l'endurance. Ce qui a donné en français des mots comme pathétique, sympathique, pathologique. Pour Heidegger, l'étonnement en tant que pathos est l'arché de la philosophie. Pour lui, il faut comprendre le mot grec arché dans son sens plein, c'est-à-dire dans le sens où il désigne ce d'où quelque chose procède. Pour lui, le pathos de l'étonnement ne se tient pas simplement au début de la philosophie, comme par exemple le lavage des mains qui précède l'opération du chirurgien. Une notion très importante dans la philosophie que nous devrons aborder est celle de la conscience. En effet, c'est la conscience de l'homme qui creuse un décalage entre lui et le monde. C'est pour ça qu'il y a une différence entre l'homme et l'animal, car l'animal est intranaturel, c'est-à-dire dans la nature. Il ne s'étonne pas de la nature puisque l'instinct fait qu'il ne remet pas en cause la nature, alors que l'homme, à cause de sa conscience, risque d'être un étranger. Comme dans L'étranger, d'Albert Camus par exemple. Quand Camus parle de l'étranger, il ne parle pas de l'étranger en conditions sociopolitiques, car chez Camus, l'étranger n'est pas étranger par rapport à un pays, mais un étranger métaphysique. Il n'y a pas que les étrangers qui sont étrangers. Tout être humain, chaque être humain est un étranger parce qu'aucun être humain n'est chez lui dans son existence, parce que nous sommes mortels et nous ne pouvons pas nous enraciner. Camus montre la condition de tout être humain qui, un jour, ne se reconnaît pas. Le problème, c'est que nous comprenons, mais nous comprenons aussi que nous ne comprenons pas, car on ne comprend pas tout. Il y a des murs sur lesquels on n'arrive pas à avoir d'emprise. Si vous voulez continuer cette réflexion, il faudrait vous intéresser à la littérature de l'absurde, en lisant le procès de Kafka par exemple. Car ce qui est étonnant au fond, c'est que la vie peut se révéler absurde. Le mot absurde vient du latin surdus, qui signifie sourd. L'absurde signifie qu'on n'entend pas, donc il n'y a pas de réponse. Et qu'y a-t-il d'étonnant au fond dans la vie pour l'être humain? Tout simplement le fait d'exister. À noter que l'étonnement, étymologiquement, est le fait d'être frappé par le tonnerre. Pour Schopenhauer, l'homme est un animal métaphysique, méta qui veut dire au-delà et physis la nature, en latin au-delà de la nature. En effet, à cause de notre conscience, nous allons plus loin, l'être humain va chercher au fond des choses. La métaphysique est le savoir qui essaye de répondre aux questions fondamentales qui sont les questions de l'origine, de la destination et de l'identité. Ces questions-là, que l'on résume parfois par d'où venons-nous, où irons-nous, qui sommes-nous, les questions de l'origine telles que pourquoi j'existe, pourquoi l'univers existe-t-il, qui a créé l'univers, qui a créé Dieu? Ensuite, il y a les questions de la destination, telles que « Où irons-nous » Parce que la mort est un domaine inconnu, c'est la question de l'à quoi bon. Puis les questions de l'identité, comme « Qui suis-je » Pour en savoir plus sur ce qui est essentiel, sur le Dasein, sur l'ontologie. Le Dasein, que cela signifie-t-il? Le terme Dasein veut dire l'homme, l'être là. Il signifie qu'il n'y a qu'un seul être dans le monde qui est là et qui sait qu'il est là. C'est l'être humain. Est ontologique ce qui a rapport à l'être. Un être humain n'est pas un objet car il s'étonne lui-même de lui-même. Sophocle disait « Malheureuse race des mortels, il aurait mieux valu que tu ne sois pas né ». Nous avons déjà bien commencé à définir la philosophie ainsi que tout ce qui l'entoure. La philosophie n'est pas un dogme, qui est une connotation religieuse, une doctrine dont on estime qu'elle détient la vérité de manière intangible. La philosophie permet de poser des questions et non des problèmes. Quelle est la différence entre une question et un problème? Une question, c'est l'impossibilité de clore une interrogation. C'est ce qui par nature se repose. C'est ce qui fait retour. Par contre, un problème, c'est ce à quoi on peut répondre de manière objective, universelle et définitive. Donc, un problème, c'est facile. Le mot facile vient du latin facere, qui veut dire faire. Dans le domaine des mathématiques, de la science, de la technique, on pose des problèmes. La question n'est pas la même possibilité de solution puisqu'elle est efficace et définitive. Questionner est une activité qui suppose la douleur. Questionner en vieux français signifie torturer, tout comme travailler qui vient du latin tripalium, signifiant objet de torture. Le travail est réservé aux esclaves, il est une punition, une condamnation, l'absence de liberté, bref, il fait souffrir. Être questionné, c'est une souffrance, mais elle va faire bouger les choses. La philosophie a pourtant deux ennemis essentiels. Les deux pires ennemis de la philosophie sont la télévision et le sommeil. En effet, la philosophie se tient systématiquement en dehors du politiquement correct. Il n'y a rien de pire pour la pensée que de censurer le fait de questionner, car le philosophe peut se poser des questions, y compris des questions mauvaises. Dans la philosophie, il y a de la critique, mais elle est saine et bonne. La philosophie sert également à réfléchir. Réfléchir, c'est voyager, décoller l'esprit, bouger. Philosopher, c'est apprendre à voyager, à relativiser, c'est voir d'autres terres, d'autres pays. La philosophie n'est pas évidente, elle ne va pas de soi, évidemment, du latin videre qui veut dire voir. Le ce qui va de soi, c'est ce qu'on ne peut pas contredire car c'est évident.
Nous verrons bientôt tout ce que la philosophie peut apporter comme réponse, ou en tout cas tout ce qu'elle peut amener comme réflexion, par exemple par rapport à la religion, qui elle aussi peut être aussi très intéressante, car la religion ne s'arrête pas qu'à Dieu et qu'à ses sanctuaires, elle propose également différentes interprétations. Un sanctuaire, c'est un lieu protégé, isolé, mais tout n'est pas rose non plus dans la religion, car même si pour elle Dieu existe, il est aussi question du diable. Diable, qui vient de dia, qui veut dire deux, donc le diable apporte la division. Ce qui était un, il le sépare en deux, il le divorce. Vous êtes à un examen et voici le sujet de votre dissertation. Tout passe. Commencez à réfléchir sur quelques idées pour rédiger votre argumentation. Vous venez déjà d'apprendre quelques méthodes pour disserter, pour philosopher, alors maintenant à vous de jouer. Tout passe. Pensez à une introduction, puis au développement avec une thèse. Il vous faudra ensuite une transition pour ensuite développer une antithèse et enfin une conclusion. Donc le sujet de la dissertation, tout passe. Imaginez que vous soyez en plein examen et que le sujet de votre dissertation philosophique est tout passe. Quelle doit être la structure de votre dissertation ainsi que les grandes idées à développer? Voici un plan que nous vous proposons pour cette dissertation. Déjà pour l'introduction, commençons par le commencement. Comment rédiger votre introduction? Citation introductive, contradiction entre le désir d'immortalité et la réalité du temps qui passe, seconde contradiction entre la fuite du temps et le souvenir qui conserve le passé, et problématisation, la vraie nature du temps est-elle la destruction? Ensuite, un développement avec une thèse, tout passe et le temps emporte tout avec lui. Et donc une première sous-partie, tout passe parce que le présent ne demeure jamais purement présent, l'homme ne vit pas dans l'éternité mais dans la finitude. Deuxième sous-partie, tout passe parce que le temps est en lui-même une puissance de division et qu'il est irréversible. En troisième sous-partie, la réalité nous montre que tout ce que nous croyons stable ne l'est pas. La mort prouve aussi que les êtres humains ne sont que de passage. Et quatrième sous-partie, implication de la perpétuelle fuite du temps. L'homme souhaiterait laisser une trace de son passage sur Terre. Puis une transition. Malgré cela, l'homme peut-il transcender cette condition temporelle et mortelle? Puis l'antithèse. L'homme peut lutter contre la cruauté du temps qui passe. Première sous-partie, la mémoire permet de retrouver le passé et en ce sens de lutter contre la fuite temporelle. Référence alors à Bergson qui pense que l'homme conserve tout son passé à l'intérieur de sa conscience. Référence aussi à la recherche du temps perdu de Proust. En deuxième sous-partie, l'art permet enfin aux hommes de dépasser leur finitude et de s'élever au-dessus du temps. L'art n'est pas seulement conservation prolongée des traces, il est aussi, selon l'expression de Malraux, un antidestin. Puis enfin la conclusion. Ambivalence du temps qui passe, il détruit certes mais pas tout. Le temps peut être alors pensé comme un cercle qui à la fois emporte et fait revenir. Ceci est un bref plan, c'est ce qui devrait apparaître sur votre brouillon le jour d'un examen. Ensuite, à vous d'approfondir et de développer sur votre copie, votre dissertation. Si vous voulez une idée approximative de ce que vous devez rendre comme copie pour une dissertation bien construite, il vous faut tracer une marge verticale de 2 carreaux après la marge originale, et il vous faut remplir au minimum une copie double suivie d'une copie simple. Moins d'une copie double, la dissertation ne sera pas assez développée. Bien sûr, ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité, mais il faut quand même beaucoup développer. Les idées principales surtout. Si vous êtes au lycée, vous aurez des devoirs en classe qui dureront 4 heures, donc vous aurez largement le temps de disserter en conditions de temps réelles, comme si vous étiez à l'examen du bac. Ensuite, à vous de vous intéresser, de faire également des dissertations à la maison, pourquoi pas essayer de faire celles que nous vous proposons dans ces émissions. L'homme est la mesure de toute chose, par exemple, dont nous avons parlé précédemment. Il vous faut aussi bien réviser les différentes notions que nous allons voir, les repères également, mais aussi les œuvres et leurs auteurs. Le programme de philo est précis, mais celui que nous vous proposons propose un aperçu du programme et des connaissances assez pédagogiques et accessibles à tous. Nous avons commencé par philosopher sur le programme, là nous sommes en train d'expliquer l'importance de la philosophie et vous venez déjà d'acquérir de nouvelles connaissances. Imaginez que vous tombiez le jour de l'examen sur cette question, à quoi sert la philosophie?
Ben, vous avez toutes les clés pour y répondre, et vous n'avez encore rien vu, car prochainement nous philosopherons sur les ambassadeurs, le mythe de la caverne, la dissertation philosophique, la vérité, la conscience, l'inconscient, autrui, le commentaire philosophique, le vocabulaire de philosophie, l'épicurisme, le scepticisme, la lettre aménacée, la religion, l'art, le discours de la méthode, le temps, la mort, l'état, du contrat social, le droit, l'existentialisme est un humanisme, la justice, le bonheur, le prince, la liberté, le travail, la technique, le langage, le désir, le vivant, la science, la poésie, et enfin les citations philosophiques. Je vous assure qu'après avoir vu tout ça, vous saurez à quoi sert de philosopher, et vous serez apte à affronter n'importe quelle notion du programme de philo.